Bonjour Jean-Paul Béraud. Bonjour Tony Verbicaro. Alors vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'Université de Reims, vous êtes chercheur évidemment, associé au laboratoire CGESCO, qui est le Centre d'études juridiques sur l'efficacité des systèmes continentaux. Vous menez surtout des études auprès d'opérateurs champenois, en particulier auprès de coopératives et de leurs vignerons adhérents. Avant de rentrer dans ce sujet-là plus précisément, comment est-ce que vous, à titre personnel, vous avez vécu cette période, vous viviez cette période si particulière depuis la mi-mars? Alors c'est assez paradoxal. Moi j'étais à un stade de mon année où j'avais fait l'essentiel finalement de mes heures de cours au cours du premier semestre et que traditionnellement ce deuxième semestre est centré davantage sur la partie recherche. Hmm. Alors j'avais quand même quelques heures de cours encore à réaliser. Je ne vous cache pas qu'effectivement c'est une expérience, notamment quand on enseigne comme moi la comptabilité et la finance, parce qu'on est très consommateur finalement des tableaux et on utilise beaucoup de chiffres, et que l'enseignement à distance, nous en parlions avec des collègues, n'est pas si aisé que ça, mais c'est une expérience enrichissante. Par ailleurs, c'est vrai que cette période-là, à compter du mois de janvier, et donc surtout sur le mois de mars, c'est la période pour nous, enseignants-chercheurs, des congrès, colloques et conférences, hein, et que finalement, c'est davantage cela qui nous manque, puisque ce sont des lieux d'échange avec des collègues de différentes régions de France, mais également naturellement du monde entier. Et c'est vrai que ce confinement nous amène à travailler de manière différente. Donc on a, comme vous finalement, nous travaillons à distance, nous rédigeons des articles finalement et des communications à distance. C'est une expérience intéressante qui finalement, pour nous enseignants-chercheurs qui sommes aussi habitués à travailler finalement dans nos bureaux ou parfois sur le terrain, c'est plus finalement le contact terrain qui nous pose problème puisqu'on ne peut plus finalement, on n'a pas pu se rendre pendant un très grand nombre de semaines dans ces structures. On entend souvent parler des crises comme des possibles accélérateurs de changement, de mutation. Qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pressentez, vous, de votre expérience de chercheur en gestion, en management, et puis de vos contacts avec le monde professionnel vitivinicole champenois? Alors, il est clair que les crises, on l'avait vu en 2008, bon, ceci dit, 2008 c'était une crise financière, là c'est une crise d'une autre ampleur, parce que c'est d'abord une crise sanitaire qui après en fait amène une crise économique de par finalement l'arrêt total des activités. Bien Alors, sûr. soyons clairs, on sait très bien que toute crise, quelle qu'elle soit, est perturbante pour une entreprise et qu'elle est aussi révélatrice à un moment donné d'évolution, de transformation organisationnelle. C'est-à-dire que certains et certaines exploitations, certains dirigeants vont avoir davantage de capacité de gérer la crise, d'autres Mm. pas, parce qu'une crise, c'est de l'incertitude, et nous, les hommes et les femmes, nous sommes ainsi faits, nous n'aimons pas l'incertitude. C'est vrai que nous préférons finalement les situations confortables, et là, nous sommes, et naturellement, le secteur de la Champagne n'y échappe pas, est dans une situation d'incertitude. Et ce secteur qui a cette particularité d'être très stable dans le temps, de ne pas avoir connu finalement de période de crise pendant très longtemps, bah, se trouve là confronté à une crise sévère, va devoir finalement adapter son organisation, sa manière de procéder. Et je pense que cette crise va être un accélérateur de changement. On le voit par exemple à travers les réflexions autour de la viticulture durable en Champagne. Certains y allaient, parfois, on va dire, à reculons parce ils y voyaient un carcan administratif. Demain, on voit si c'est moins finalement de raisins récoltés, naturellement, c'est davantage de possibilités de choisir et d'aller finalement vers davantage de qualitatif. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, au contraire, de remettre à plus tard les sujets autour de l'environnement, du développement durable et de la viticulture durable, au prétexte de la crise économique et des besoins urgents de trouver des solutions? Alors, ça pourrait être le cas. Ça pourrait être le cas. Dans ce cas, ça serait un mauvais choix. Parce que de toute façon, il y a des évolutions qui sont inéluctables et ces évolutions, elles sont dictées par des comportements sociologiques qui changent. Nos consommateurs et les consommateurs d'aujourd'hui et de demain plus encore ne seront pas les consommateurs d'hier. Donc, ils vont attacher beaucoup d'importance finalement à ces aspects de viticulture, de préservement du développement durable et que naturellement, ça c'est une vague de fond
contre laquelle finalement le secteur ne peut pas résister. Vous êtes obligé finalement de vous y mettre à un moment donné. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ne changeons rien, essayons de préserver nos acquis pour le moment, et puis on va gérer, on va sauver ce qui peut l'être. Mais on voit bien que demain, il va falloir faire différemment. Je pense qu'il faut mettre à profit cette crise pour revoir un certain nombre de fondamentaux, se poser les bonnes questions et de savoir ce que l'on va faire. Bon, ça a amené finalement dans d'autres secteurs des réflexions autour de la gestion, par exemple, industrielle. Vous voyez bien, il y a beaucoup de réflexions actuellement autour de la relocalisation, de la maîtrise de l'appareil productif, d'une moindre dépendance. Je crois que finalement, il faut mettre à profit cette crise-là, mais tous ne pourront pas le faire. Et c'est toute la difficulté. Et concrètement, ça peut passer par quoi pour une exploitation viticole champenoise? Concrètement, ça veut dire se poser la question de mes principes de culture, de la manière dont je travaille moi et je développe mes activités commerciales. Est-ce que j'avais fait par exemple le choix d'arrêter parfois la commercialisation de bouteilles de champagne que mes parents ou grands-parents pratiquaient, par exemple? Est-ce que j'ai choisi finalement un mode d'activité ou un type d'activité dans lequel finalement je suis plus dépendant par rapport aux autres? C'est une autre manière de travailler. À travers nos recherches, on a constaté, et on le sait, malheureusement, que de moins en moins, par exemple, d'exploitation viticole, de maisons finalement, alors c'est maisons au sens large, étaient par exemple ouvertes le week-end. Et certains touristes d'être surpris de voir que certains villages de Champagne étaient vides. Et ça, vous pensez que cette crise, elle peut changer ça, qu'il va y avoir un boom de l'onotourisme local? Il va falloir trouver de toute façon d'autres sources de revenus. Il est clair. Et c'est une nécessité. On voit par exemple que les marchés exports sont mis en difficulté. Pourquoi? Parce que cette crise finalement sanitaire, cette pandémie étant mondiale, on voit qu'il y a un arrêt d'activité dans des pays qui étaient fortement consommateurs de champagne. Et il va falloir finalement développer. Alors évidemment, on parlait beaucoup déjà avant la crise de l'onotourisme. On voit qu'effectivement, à travers les derniers discours, que notre tourisme risque finalement d'être très franco-français cette année. Donc, il va bien falloir à un moment donné que les clients étrangers qui certainement ne pourront pas venir, il va bien falloir que d'autres prennent finalement leur succession, les remplacent. Et traditionnellement, on pourrait penser que les habitudes françaises, qui étaient de dire je vais acheter finalement mon champagne chez un viticulteur local, il va peut-être certainement falloir redévelopper ça, qu'on a peut-être abandonné à un moment donné, pour des questions, on va dire, de facilité, de facteur temps. Oui, il y a peut-être une carte à jouer de ce point de vue-là, c'est vrai. Alors, évidemment, les crises, elles entraînent malheureusement bien souvent la cessation de certaines entreprises. Est-ce qu'on peut le voir, ça, en Champagne? On dit souvent que les exploitations champenoises, quelle que soit la taille, sont à l'abri des dépôts de bilan, etc. Est-ce que cette crise peut entraîner quelques catastrophes pour certains opérateurs? Est-ce que, de fait, il peut y avoir des opportunités à faire en termes de business, d'opérateurs à racheter pour certains autres plus gros, pour diversifier, se développer? Ce qui est clair, c'est qu'une crise, ça a toujours des impacts, et on le voit en termes de chiffre d'affaires. Bon. Chiffre d'affaires, on voit que les annonces au début de la crise, pendant les premières semaines du confinement, on parlait de moins 30. Le président du syndicat général de l'Union disait finalement les ventes de champagne, récemment, donc dans un article publié dans le journal L'Union, début mai, c'est moins 80% sur mars-avril. Moindre chiffre d'affaires, il n'y a pas de question à se poser. Moi qui suis un spécialiste de la comptabilité finance, à un moment donné, c'est un impact direct en termes de trésorerie. Or, la trésorerie, je le dis souvent à mes étudiants et aux différents secteurs, c'est le nerf de la guerre. Quand il n'y a plus de fonds dans les caisses, ça devient très compliqué. Ça veut dire qu'à un moment donné, si vous n'avez pas les réserves nécessaires, vous ne pouvez pas tenir dans le temps. Or, le souci de la Champagne, c'est qu'on a un cycle de production assez long. Bon. Et naturellement, il faut avoir une trésorerie pour financer ce stock. Donc c'est un vrai casse-tête actuellement. Parce que on se retrouve avec naturellement
des bouteilles de champagne en stock, des négociants qui constituaient naturellement l'essentiel du canal de distribution, je veux dire, qui assuraient l'essentiel des ventes. Le canal de distribution, on l'avait en grande distribution, et on voit bien que dans le schéma actuel, les ventes continuent, on va dire, de se faire à un niveau raisonnable, même si elles baissent donc, dans le secteur de la distribution. Par contre, c'est tout le secteur finalement lié, on va dire, aux événements festifs, hein, café, hôtel, le fameux réseau CHR, hein, café, hôtel, restaurant. Naturellement, toutes les ventes de champagne liées au mariage et aux Bien célébrations, sûr. qui, on va dire, séminaires, congrès, qui naturellement s'effondrent, et que on va avoir des acteurs qui vont être, certains acteurs vont être en très grande difficulté financière d'ici la fin de l'année, d'autant plus lorsqu'on va aller vers les vendanges. Parce qu'il va falloir naturellement payer le raisin, on parle d'échéances décalées naturellement, payer naturellement des vendangeurs, et on aura certainement des acteurs en très grande difficulté, et que ceux qui n'avaient pas suffisamment de réserves, au sens réserve financière, ne vont pas pouvoir tenir, et je ne suis pas sûr que les banques suivent, compte tenu des facteurs de risque, et que naturellement, certains sont susceptibles de céder certainement des terres. Il y aura effectivement des parcelles de vignes à vendre. Il va falloir générer de la trésorerie rapidement. Or, vendre des terres, c'est pas. Alors, effectivement, vendre des bouteilles de champagne à bas prix, on risque d'avoir ce genre de choses pour faire de la trésorerie, ce qui n'est pas très bon du tout pour l'image de la Champagne. Et puis alors, on va avoir, on va dire, l'impact ultime, ça veut dire une entreprise qui potentiellement sera en état de cessation des paiements, avec pas d'autre solution que d'être rachetée par une autre. Donc, on peut avoir un accélérateur finalement de concentration, à un moment donné. Les plus solides rachetant finalement les moins solides. Alors évidemment, c'est tout ceci. C'est vrai que pour ceux qui ont réalisé des investissements très importants ces dernières années et qui ont puisé leur trésorerie, qui était certainement déjà très juste financièrement, cette crise arrive au très mauvais moment. Bien sûr. Ah, si vous avez fait un investissement important naturellement dans des cuves, hein, ou si vous avez par exemple fait des investissements pour équiper un gîte, vous voyez, pour accueillir ou pour développer une activité touristique, un arrêt total, c'est terrible. Je voudrais qu'on termine par s'intéresser d'un peu plus près aux coopératives, qu'on considère souvent comme une forme d'amortisseur social pour les vignerons champenois. Vous pouvez développer un petit peu cette idée et quelle est la carte qu'ont à jouer, le rôle qu'ont à jouer les coopératives dans ce moment si particulier? Alors c'est vrai que dans le prolongement de ce que je viens d'évoquer, on voit que lorsqu'on est une entreprise seule, ça risque d'être difficile parce que j'ai les moyens qui sont les miens et que face aux difficultés, le nombre d'aidants potentiels est réduit. L'avantage du système coopératif, et c'est toute la force finalement de la Champagne, il agit finalement comme un amortisseur de crise. Il doit être un amortisseur de crise, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut imaginer finalement un système de solidarité, d'ailleurs, qui avait déjà prévalu chez certains exploitants au moment, par exemple, des problèmes climatiques sur le secteur de l'Aube il y a 2 ans, lorsqu'il avait gelé. On avait assisté finalement à des formes de solidarité des viticulteurs venant en aider d'autres. Alors c'est sûr que la coopérative, de par son statut, de par sa capacité finalement de regrouper des exploitants, elle peut finalement permettre de mettre en commun des ressources, d'autant plus les coopératives qui ont une marque de champagne. C'est-à-dire que je peux avoir une logique de diversification. Moi, adhérent, simplement vendeur finalement au kilo, je peux trouver à un moment donné, travaillant essentiellement pour le moment avec le négoce, je peux trouver finalement dans le système coopératif un moyen d'avoir un amortisseur de la crise. Les coopératives, de par l'effet collectif, étant a priori plus résistantes, devraient être a priori plus résistantes que des acteurs individuels. C'est mon point de vue. Alors c'est vrai qu'il y a de très grands acteurs dans le système, et puis c'est vrai qu'il y a un effet, il y a l'effet collectif qui va finalement renforcer ça, y compris par exemple pour amener et pour aider naturellement les vignerons producteurs
aux transformations organisationnelles nécessaires pour leur exploitation. Merci beaucoup Jean-Paul Méraud pour tous ces éclairages. Et puis à très bientôt et on retrouve nos internautes prochainement pour de nouveaux entretiens. Merci Monsieur Babucaro, à une prochaine fois.